Le juge me regarda droit dans les yeux et dit « Nous sommes prêts à rendre notre décision ». Un froid brutal me traversa. Je ne parvenais plus à respirer. Mes mains s'agrippèrent au bord de la table avec une telle force que mes ongles s'enfoncèrent dans le bois. Je me dis que c'était fini, que tout s'arrêtait là. Je me préparais à perdre mon fils. Et soudain, à l'improviste, mon fils de 6 ans, Léo, se leva de sa place. Il s'avança vers le centre de la salle d'audience, tenant dans ses mains une feuille de papier froissée qu'il avait glissée le matin même dans son sac à dos à motif de dinosaure. Sa voix était douce, mais assurée. « Monsieur le juge, je voudrais lire quelque chose. » Un silence absolu s'abattit sur la salle. Pas un souffle, pas même un froissement. Tous les regards se tournèrent vers ce petit garçon, perdu dans un pull bleu marine trop grand pour lui, debout devant le juge, serrant sa lettre à 2 mains, comme si elle était la seule chose qui le maintenait debout. Je restais figée, incapable de parler ou de bouger. Je ne pouvais que le regarder, le cœur battant si fort que cela en devenait douloureux. Et puis il prononça les mots qui allaient tout changer. « Je m'appelle Maëlle Vautrin. J'ai 33 ans, je suis graphiste freelance et maman d'un petit garçon qui s'appelle Léo. Il a 6 ans. Il aime les dinosaures, étaler du beurre de cacahuète sur tout ce qu'il trouve et s'endormir avec la veilleuse allumée. Il a mes yeux et le regard calme et attentif de son père. Avant que tout ne s'effondre, notre vie était simple, pas parfaite, mais paisible. Nous vivions dans une petite maison de location avec 2 chambres, à la périphérie de la ville. Le loyer restait supportable et dans le jardin, il y avait juste assez de place pour un bac à sable et une balançoire rouillée que j'avais achetée d'occasion. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez nous. Bastien, mon mari et le père de Léo, est mort il y a 2 ans dans un accident de la route. C'était un mardi, un jour de pluie. Je me souviens encore de ce que je cuisinais quand le téléphone a sonné. Un ragoût de poulet aux légumes. Je n'en ai plus jamais refait depuis. Pendant longtemps, je n'ai pas su comment j'allais pouvoir vivre sans lui. Nous nous connaissions depuis l'université, nous avions grandi ensemble. Il avait été la première personne auprès de qui je m'étais sentie en sécurité. Ce jour-là, je n'ai pas perdu seulement mon mari. J'ai perdu l'avenir dont nous rêvions. Mais j'avais Léo. Et, étrangement, c'est cela qui m'a sauvée. Les jours qui ont suivi la mort de Bastien se sont fondus en un seul. J'étais épuisée, écrasée par le chagrin, mais je tenais bon pour Léo. Le matin, je me levais, je lui préparais son déjeuner dans une boîte, je l'emmenais à l'école avec un sourire forcé, puis je rentrais à la maison pour pleurer au-dessus d'un tas de linge. Il n'a jamais été témoin de mes effondrements. Je ne l'ai jamais permis. Il avait besoin de force, et je suis devenue cette force. Nous nous sommes rapprochés, plus que jamais. Léo venait se blottir contre moi sur le canapé, sous son plaid préféré, et murmurait « Ne sois pas triste, maman. Je suis là. » Il parlait peu, et ce n'était pas nécessaire. Nous avions notre propre rythme, notre façon à nous de traverser la douleur ensemble. Et puis, il y avait Hélène, ma belle-mère. Dès le début, j'ai senti sa désapprobation. À ses yeux, je manquais de raffinement. « Tu ne viens pas du bon milieu », disait-elle. Un jour, devant Bastien, elle a déclaré sans détour « Tu es une gentille fille, mais tu aurais dû rester à distance des gens de notre monde. » Bastien balayait toujours ses paroles, assuré qu'elle finirait par s'adoucir. Mais elle ne s'est jamais adoucie. Après sa mort, Hélène est entrée dans notre vie avec une persévérance silencieuse, presque méthodique. Au début, je pensais qu'elle faisait aussi son deuil, qu'elle avait simplement besoin de rester proche de Léo. Je la laissais lui rendre visite. Je l'invitais aux anniversaires, aux fêtes de l'école, aux repas de famille. Mais ses remarques ne cessaient jamais. « Tu le laisses veiller trop tard, il lui faut un rythme. » Tous ces élans de tendresse sont inutiles. Elle esquissait une moue méprisante quand je chantais des berceuses à Léo ou quand je le laissais choisir lui-même des vêtements aux couleurs improbables. Je sentais son jugement, silencieux, permanent. Un jour, je l'ai surprise dans la cuisine en train de remettre à Léo la brochure d'une école privée préparatoire.
Je n'en avais même jamais entendu parler. Je lui ai dit que ce n'était pas à notre portée financièrement, mais elle n'a pas scié. Il y a des choses qui sont objectivement meilleures pour un enfant. Mais toutes les mères ne le comprennent pas. Je n'ai rien répondu. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à poser des limites. J'ai instauré des règles strictes et réduit ses visites. Nos relations sont devenues froides, et elle a commencé à tout remettre en question. Mon travail, mes finances, ma façon d'être mère. Et puis un jour, Léo est revenu d'un week-end passé chez elle et m'a demandé « Maman, tu crois que je serais plus heureux si je vivais avec mamie ?» Comme un coup de couteau en plein cœur. À cet instant-là, j'ai compris, il ne s'agissait ni d'amour ni de bienveillance. Il s'agissait de pouvoir. Hélène estimait que je faisais tout de travers. Elle voulait reprendre le contrôle. Elle a vu une opportunité, et elle s'en est emparée. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une enveloppe épaisse, des documents judiciaires, une convocation pour une audience concernant la garde de Léo. Elle essayait de me l'enlever. Quand j'ai vu les mots « demande de résidence exclusive », mes mains se sont engourdies. Je me suis assise par terre, sur le carrelage de la cuisine, froissant la lettre entre mes doigts. Léo était dans le salon, devant des dessins animés, sans se douter un instant que sa vie était sur le point d'être bouleversée. Dans le dossier, il était écrit que Hélène demandait la garde complète de Léo. Pas partagée, pas encadrée. Complète. Elle affirmait que j'étais émotionnellement instable, financièrement peu fiable et incapable d'offrir à mon fils des conditions de vie correctes. Page après page, elle me dépeignait comme une femme brisée par le deuil, à peine capable d'habiller son enfant, encore moins de l'élever. Le pire, c'est qu'elle n'avait pas totalement tort sur certains points. Oui, j'étais en deuil. Oui, il m'arrivait de pleurer sous la douche ou d'oublier de plier le linge, mais j'ai toujours été là pour mon fils. Chaque putain de jour. Je le nourrissais, je l'embrassais, je l'aidais à faire ses devoirs. Je le rassurais quand il faisait des cauchemars. J'étais son port d'attache. Et maintenant, quelqu'un essayait de prouver au monde que cela ne suffisait pas. J'ai appelé Aurore, ma sœur aînée. Elle est arrivée en moins d'1 heure. Elle a lu les papiers 2 fois avant de dire « Elle joue sale, Maëlle, mais tu ne peux pas la laisser gagner. » Je n'avais pas les moyens de payer un avocat, alors j'ai fait appel à l'aide juridictionnelle. L'avocat s'est montré bienveillant mais débordé. Ses conseils se résumaient à 3 phrases. Restez calme, montrez du respect, notez tout. Cela n'inspirait pas vraiment confiance. Pendant ce temps, Hélène avait engagé l'un des meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille du département, celui qui s'occupait des affaires de garde les plus médiatisées. J'ai commencé à tenir un journal détaillé de toutes nos interactions. J'ai rassemblé les bulletins scolaires de Léo, les comptes rendus du médecin, des photos, des lettres de ses enseignants, tout ce qui pouvait montrer que mon fils était en bonne santé, heureux et en sécurité. Chaque soir, après que Léo s'endormait, je m'asseyais par terre dans le salon, entourée de dossiers et de feuilles imprimées, tandis que des rediffusions de séries passaient en bruit de fond, juste pour ne pas sombrer. Et ainsi commença le procès. La première audience n'était qu'une étape procédurale, mais elle a suffi à me terrifier. Hélène était assise dans son tailleur strict bleu marine, semblable à une dirigeante de grande entreprise. Elle souriait à Léo, mais son regard restait fixé sur moi, comme celui d'un faucon guettant une proie blessée. Son avocat respirait une assurance parfaite et savait transformer le moindre détail en accusation mortelle. « Elle n'a pas de revenus stables », déclara-t-il. « Elle survit grâce à des missions ponctuelles à domicile. Elle n'a pas de proches disponibles pour l'aider au quotidien. Elle souffre d'une anxiété marquée et traverse encore difficilement le décès de son mari. Nous estimons que Madame Vautrin, malgré toute sa bonne volonté, n'est pas émotionnellement en mesure d'offrir à Léo ce dont il aura besoin sur le long terme. » J'avais envie de crier, de me lever et de dire à pleine voix que tout cela ne faisait pas de moi une mauvaise mère, mais je restais assise, calme, comme l'avocat me l'avait conseillé. Calme, respectueuse.
À la maison, Léo sentait bien que quelque chose n'allait pas. Un soir, après s'être brossé les dents, il me demanda « Est-ce que j'aurai maintenant 2 maisons ?» Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai menti. « Non, mon cœur. Maman a juste des affaires d'adultes à régler. Tout ira bien. » Mais au fond de moi, je n'en étais pas sûre. Hélène continua ses manœuvres. Elle adressa un signalement anonyme au service de l'aide sociale à l'enfance. Elle affirmait que je laissais Léo seul à la maison en journée. Un jour, en pleine visioconférence avec un client, une travailleuse sociale se présenta à ma porte. Léo était assis à la table de la cuisine, en pyjama, en train de construire une tour avec des briques Lego. Je répondis à toutes ses questions, lui fis visiter la maison et lui donnai les coordonnées des enseignants et du médecin de Léo. Elle repartit poliment, mais après son passage, il resta une trace, comme une odeur persistante de brûlé. Je refermai la porte et fondis en larmes, enfouissant mon visage dans le linge, comme si je pouvais me cacher du monde entier. Cette semaine-là, Léo fit un dessin. Lui et moi, 2 bons hommes bâtons, debout devant la maison, se tenant la main. De ma bouche dessinée sortait une bulle avec les mots « Je t'aime plus que tout au monde ». J'accrochai le dessin sur le réfrigérateur et le regardai longuement. Je ne savais pas comment tout cela finirait, mais je savais une chose. Je n'abandonnerai pas. Je ne renoncerai pas à mon fils. Je me battrai. La nuit précédant l'audience finale, je dormis à peine. Une tasse de thé refroidie à la main, je restais assise à la table de la cuisine, entourée de papiers comme d'une armure. Lettres d'enseignants faisant l'éloge de Léo, certificats médicaux attestant de son bon développement, dessins rapportés de l'école. J'avais même imprimé la fiche de la bibliothèque municipale pour l'atelier « Lecture pour parents et tout-petits » auquel nous participions chaque mardi. Je voulais être prête. Je voulais montrer qu'avec sa mère, Léo ne se contentait pas de survivre. Il s'épanouissait. Et pourtant, le doute s'infiltrait dans les fissures de ma confiance. Et si le juge me voyait à travers les yeux d'Hélène? Et s'il décidait que le deuil m'avait rendue faible? Et si ma capacité à ressentir, à être tendre et sincère, signifiait que je n'étais pas faite pour être mère? Aurore vint m'aider à me préparer. Elle apporta de quoi grignoter, que je ne touchais même pas, et une chemise remplie de vieilles photos à montrer. Le 3e anniversaire de Léo, son premier jour à l'école maternelle, notre selfie dans la cuisine, couverte de farine. « Tu as tout ce qu'il faut », dit-elle doucement en posant la main sur la mienne. « Il faut juste les aider à voir qui tu es vraiment. » Plus tard, après le départ d'Aurore, je trouvais Léo assis par terre dans sa chambre, les jambes croisées. Il écrivait quelque chose dans un cahier. « Qu'est-ce que tu fais, mon cœur ?» lui demandai-je en m'asseyant près de lui. Il leva les yeux, sérieux, bien trop sérieux pour son âge. J'écris une lettre. Pour le juge. Je me figeai. Une lettre? Il hocha la tête. Au cas où, s'ils ne savent pas à quel point je veux rester avec toi. Ma gorge se serra. Léo, c'est très gentil, mais... Ça va, maman, m'interrompit-il rapidement. Je ne dirai rien de mal sur mamie. Je veux juste qu'il sache que je suis bien avec toi. Il plia la feuille en 4 et la glissa dans son sac à dos. Je l'emporterai, au cas où. Je ne savais pas quoi faire. Une part de moi voulait l'en empêcher. Ce n'était pas à lui de porter cela, mais une autre, celle qui savait à quel point mon fils était intelligent, sensible et profond, se contenta de le prendre dans ses bras et de le serrer fort. Le matin était froid et gris. Léo enfila son pull bleu marine préféré, avec un écusson de dinosaure cousu sur la manche. Je lui attachai les cheveux en une petite queue, comme il aimait, et glissai dans son sac un goûter supplémentaire, au cas où. Nous étions assis en silence sur le banc du fond de la salle d'audience, attendant. Hélène entra, vêtue d'un manteau de créateur et de chaussures vernies à talons. Son avocat arriva avec une mallette qui valait sans doute plus que toute ma garde-robe. J'évitais de les regarder. Je me concentrais sur la main de Léo dans la mienne. L'avocat d'Hélène prit la parole en premier. Il parla de stabilité financière, des avantages d'une
famille complète, que l'on pouvait, selon lui, compenser par une nounou et des cours particuliers. Il suggéra que mon foyer était synonyme de chaos et d'instabilité émotionnelle. Je gardais un visage impassible et me répétais les mots d'Aurore « Aide-les à voir qui tu es ». Quand le juge nous appela, je me levai avec l'avocat et pris une profonde inspiration. Je parlais calmement. J'expliquais notre quotidien, l'école, les devoirs, les histoires du soir. Je présentais les preuves des progrès de Léo, de ses amitiés, de son sentiment de sécurité et de douceur. Je ne pleurais pas. Je ne suppliais pas. Je dis simplement la vérité. Et alors que le juge se penchait déjà pour lever l'audience, Léo tira doucement sur ma main. Il se leva, s'avança et marcha lentement vers le juge. « Monsieur le juge, » dit-il en tenant la feuille pliée, « est-ce que je peux lire ce que j'ai écrit ?» Le juge cligna des yeux, surpris. « Tu as écrit une lettre, mon garçon ?» Léo hocha la tête. « Oui, monsieur, elle est pour vous. » Un silence total envahit la salle. Même Hélène resta figée, sans savoir comment réagir. Le juge me regarda, puis reporta son attention sur Léo. « D'accord. Lis. » Léo déplia la feuille, la lissa soigneusement sur la table et s'éclaircit la gorge. Il se tenait là, petit mais sûr de lui, serrant le papier comme s'il était en verre. Sa voix ne trembla pas. « Je m'appelle Léo Vautrin. J'ai 6 ans. J'aime les dinosaures, les tartines au fromage et jouer avec ma maman. Je veux vivre avec ma maman. » Personne ne bougea dans la salle. Le juge se pencha légèrement en avant, les mains jointes courbées sous le menton. Léo baissa les yeux et continua. « Ma maman me serre dans ses bras quand ça ne va pas. Le dimanche, elle fait des crêpes et elle me laisse verser moi-même le sirop, même quand j'en mets partout. Elle rit à mes blagues, même à celles qui ne sont pas drôles. Quand je fais des cauchemars, elle me laisse dormir dans son lit. Elle m'appelle son cœur. » Je retins mon souffle. Mes yeux me brûlaient de larmes, mais je ne clignais pas. Je ne voulais pas perdre un seul mot. Léo continua de lire, ses petits doigts serrant la feuille très fort. « Parfois, papa nous manque, et on pleure ensemble. Mais après, maman me raconte des histoires sur lui. On allume une bougie et on dit des choses gentilles. Elle dit qu'on a le droit d'être triste et qu'après, on peut redevenir heureux. » Il fit une pause, releva la tête vers le juge. « Je sais que mamie m'aime. Mais elle dit que maman est trop douce. Et moi, je pense que la douceur, c'est bien. Je ne veux pas vivre là où on m'interdit de sentir des choses. Je veux vivre avec quelqu'un qui me laisse être un enfant. » Il replia soigneusement la lettre et balaya la salle du regard. Tout le monde restait immobile. Même Hélène baissa les yeux. « Je voulais juste que vous le sachiez, » ajouta-t-il d'une voix basse. « Merci. » Puis, il revint vers moi, s'assit à côté et prit ma main. J'avais envie d'éclater en sanglots, mais je me retins. Pas maintenant. Le juge nous observait toujours. Il s'adossa à son fauteuil et garda le silence un long moment. Un silence si dense que l'air semblait vibrer sous la tension. Enfin, il prit la parole. Le tribunal prend en considération la déclaration du mineur, Léo Vautrin. Nous essayons, en règle générale, d'éviter les situations où un enfant se retrouve, de fait, dans la position d'un témoin. Mais il est évident que ces paroles étaient sincères et témoignent d'une compréhension émotionnelle profonde. Je les trouve convaincantes. Mon cœur bondit, puis se figea. Convaincante n'était pas encore une décision. Le juge se tourna vers l'avocat d'Hélène. « J'ai examiné la requête et les éléments produits par Madame Vautrin. Aucun fait de violence n'a été établi, aucune atteinte à la santé n'a été relevée, et aucun avis de professionnel ne permet de conclure que Madame Vautrin n'assume pas ses obligations. Le tribunal considère que l'écart de ressources, à lui seul, ne constitue pas un motif pour priver un enfant de sa mère. Surtout lorsque son équilibre émotionnel est stable et que l'attachement à sa mère apparaît manifeste. » Hélène entr'ouvrit la bouche, mais le juge leva la main. « De plus, » poursuivit-il, « l'enfant a exprimé clairement et de manière cohérente le souhait de rester avec sa mère. Cela pèse dans la présente décision. » Il posa les yeux sur moi et son regard s'adoucit.
Le tribunal vous reconnaît, Madame Vautrin, pleinement apte à exercer l'autorité parentale et à conserver la résidence habituelle de l'enfant. Les modalités de rencontre avec Madame Vautrin pourront être organisées dans un cadre encadré, mais il n'existe aucun motif de vous retirer vos droits. Je ne pouvais plus bouger, comme si on venait de m'ôter un poids de 2 tonnes. Mes jambes étaient en coton. Mes mains tremblaient. Alors je tendis les bras et serrai Léo contre moi de toutes mes forces. Il passa ses bras autour de mon cou comme il le faisait toujours quand il cherchait la sécurité. Sauf que, cette fois, c'était lui qui me protégeait, avec sa forteresse d'enfant, si petite et pourtant si solide. Nous passâmes devant Hélène. Elle restait assise, immobile, la mâchoire crispée. Ses doigts s'enfonçaient dans les anses de son sac jusqu'à en blanchir. Je ne jubilais pas, je ne la regardais même pas. Je marchais simplement, tenant la main de Léo aussi fort que je le pouvais. Nous sortîmes dehors, vers la lumière du soleil. Il faisait déjà un peu moins froid. Léo plissa les yeux et me sourit. « J'ai réussi, maman ?» Je m'accroupis et déposai un baiser sur son front. « Tu nous as sauvés. » Le lendemain, la maison semblait différente. Pas parce que quelque chose avait changé. Léo, comme d'habitude, se réveilla tôt et m'entraîna jusqu'à la cuisine pour m'aider à verser le lait dans ses céréales. Les meubles étaient les mêmes. Dans l'air flottait l'odeur de lavande d'une bougie que nous allumions toujours au petit déjeuner. Mais en moi, tout avait changé. Je ne faisais plus que survivre. Je m'étais battue pour mon fils. Et j'avais gagné. Le matin, je retrouvais sa lettre, celle qu'il avait lue au tribunal. Elle était fixée au réfrigérateur par un aimant en forme de dinosaure. En bas, Léo avait signé son prénom au crayon rouge et dessiné un petit cœur. Je restai longtemps à la relire, jusqu'à ce que ma vue se trouble et que je doive m'asseoir. Il avait écrit cela pour moi. Pas parce que je lui avais demandé. Pas parce qu'il s'était dit « Comme ça, on va gagner », mais parce qu'il me comprenait. Parce qu'il sentait notre lien. Et qu'à sa manière, avec ses mots d'enfant, il s'était dressé pour le protéger. Après le déjeuner, nous allâmes au parc, juste nous deux. Je le laissai rester sur la balançoire bien trop longtemps et je lui achetai une glace, même s'il ne restait qu'1 heure avant le dîner. Quand nous rentrâmes à la maison, il me demanda d'appeler l'ancien numéro de son père et de laisser un message, comme nous le faisions avant. Je lui approchai le téléphone de l'oreille et il chuchota « Papa, le juge a dit que je resterai avec maman. J'ai été courageux. Comme toi. » Cette fois-là, je n'ai pas réussi à retenir mes larmes. Je crois que les gens sous-estiment tout ce que les enfants comprennent. Ils se disent « Il est petit, donc il ne voit rien. » Mais Léo voyait. Il sentait la tension. Il remarquait le stress sur mon visage. Il entendait les chuchotements au téléphone. Il me voyait rester près de son lit la nuit, plus longtemps que d'habitude. Il observait tout, et malgré tout, il avait fait son choix. Du côté de l'espoir, du côté de l'amour. Quelques semaines plus tard, nous rencontrâmes le médiateur désigné par le tribunal pour organiser les visites d'Hélène. C'était tendu, mais calme. J'acceptais des rencontres encadrées 1 fois par mois, pas parce que j'avais envie de la voir, mais parce que Léo l'aimait, à sa façon. Et je ne voulais pas lui apprendre que l'amour devait forcément marcher main dans la main avec la haine. Elle ne s'excusa jamais, ni pour la procédure, ni pour les mensonges au tribunal, ni pour avoir tenté de détruire ma vie. Mais cela n'avait plus la moindre importance pour moi. J'avais compris l'essentiel. Être mère, ce n'est pas être parfaite. Ce n'est pas avoir la meilleure maison, le métier le plus prestigieux, ni toujours la bonne réponse. C'est être là, même quand on est épuisé. C'est mettre les besoins de quelqu'un d'autre au-dessus de son orgueil, de sa peur et de sa douleur. C'est donner de l'amour, même quand on ne sait pas si on en aura assez. Parce que, pour eux, il y en a toujours assez. Il fut un temps où je croyais que la douceur faisait de moi quelqu'un de faible, que si je pleurais trop ou si je serrais Léo trop fort, je confirmais les paroles d'Hélène. Aujourd'hui, je vois les choses autrement. La douceur ne veut pas dire faiblesse. La douceur,
c'est la sécurité. La douceur, c'est une force, là où ça compte vraiment. Et c'est Léo qui me l'a appris. Parfois, je me réveille encore la nuit, terrifiée à l'idée que la décision du tribunal n'ait été qu'un rêve. Je marche en silence dans le couloir. J'entr'ouvre la porte de la chambre de Léo et je le regarde dormir. Ses jambes sont emmêlées dans la couette, sa bouche est entr'ouverte, et d'une main, il serre son tigre en peluche, comme s'il gardait les secrets de l'univers. Alors je souffle enfin. Nous allons bien. Mieux que bien. Nous ne faisons qu'un.